Bienvenue. Vidéo numéro 13, vidéo porte-malheur peut-être, puisqu'il va s'agir de décrire la chute de notre France. Comme vous le savez, dans le monde de ce que l'on doit appeler la dissidence, on est trop enclin à se tourner ou à mettre en avant des livres aux idées extrêmes. On pense que plus on va chercher une pensée extrême, plus on se rapproche de la vérité. Pourtant, certains essayistes connus et de haute altitude peuvent parfois en apprendre ou nous en apprendre bien plus. Parce que souvent la vérité c'est bien plus subtil que cela. Subtil, c'est l'adjectif qui habille parfaitement ce penseur qu'est Régis Debray et son livre que nous hacherons menu aujourd'hui, Civilisation, comment nous sommes devenus américains. Dans ce livre, on navigue entre références historiques, littéraires et philosophiques. Oui, car Régis Debray est un intellectuel de haut vol, un des plus grands intellectuels français encore vivants. Nous ne ferons pas sa biographie ici. Nous allons, vous le savez, nous attarder seulement sur ses idées. De chacun de ces livres, vous en sortirez enrichi, grandi, élevé. Certes, et nous le soulignerons en troisième partie, nous avons des critiques à apporter, mais attardons-nous déjà à sa pensée riche d'expériences vécues, de rencontres diverses, de réflexions. Répétons-le, mais l'écriture de M. Debray nous procure un réel plaisir. Sa finesse intellectuelle nous éclabousse par moments, à travers son humour elliptique, bien souvent. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Régis Debray fut l'auteur d'un autre très bon livre que nous avons à vous conseiller, Éloge de la frontière. Il garde le même cap ici, à travers cet ouvrage. Commençons par faire le distinguo entre culture et civilisation. C'est par là qu'il commence et c'est vraiment très important. Selon lui, la culture est ancrée alors que la civilisation est en mouvement. Alors il ne le dit pas tout de suite, mais on peut vous le révéler tout de suite. La culture est donc européenne, puisque bien plus ancrée, et la civilisation est donc nord-américaine, comprendre états-unienne. Et nous, on peut aussi empiéter sur notre troisième partie, la nôtre, celle où nous allons apporter quelque chose à ce livre. La culture est catholique et la civilisation est protestante. Il donne un exemple. Il dit que, par exemple, parler de civilisation multiculturelle, c'est un pléonasme. Cela n'a aucun sens. Entrons dans la mêlée des idées de Régis Debray dorénavant. Les penseurs du XXe siècle, c'est un deuxième préambule qu'il fait après le distinguo culture-civilisation. Il fait un deuxième préambule. Les penseurs du XXe siècle, lorsqu'ils prirent l'initiative de penser l'Europe, ils n'ont jamais pensé les États-Unis. Par exemple, Valéry ou Husserl. Le terme Occident est une arnaque en soi en réalité. C'est un terme propagandiste servant à noyer le poisson, c'est-à-dire à faire fi ou à balayer sous le tapis la domination des États-Unis sur l'Europe. Comprenez bien, si on a voulu penser la civilisation occidentale, c'est pour la penser comme un tout et pour englober le fait que les États-Unis avaient mangé et digéré l'Europe déjà. À ce titre, Régis Debray longe les analyses de Francis Cousin, en fait, qui démontrent que l'ennemi des États-Unis a toujours été la technologie européenne. L'homo economicus a donc remplacé l'homo politicus, qui avait déjà remplacé l'homo religius. L'économie est l'idéologie, la pensée, le réflexe, qui désormais écrase tout, une sorte d'opiacé plus puissant que n'importe quelle religion. Des exemples ? Aujourd'hui, on note, on évalue. Premier exemple. Un autre exemple ? Les statistiques ont remplacé les citations. Un autre exemple ? Les chiffres ont remplacé les mots. À ce sujet, nous vous dirigeons humblement vers notre vidéo 3, Vivre et penser comme des porcs. Cette vidéo démontre comment nous fut imposé le néolibéralisme ou la pensée économiste à travers une espèce de logique statistique et la création de ce qu'ils ont appelé l'homme moyen. Debray d'ailleurs, comme Gilles Châtelet, celui qui a écrit le livre dont nous vous parlons, décortique
toute cette propagande linguistique économiste. Et voilà pour les premiers constats. Au cœur de la partie 3, maintenant, Régis, permettez-moi que je vous appelle Régis, en plus vous êtes loin d'être un con, Régis braque les projecteurs sur la colonisation de la France. Pour ce faire, il va se prêter à un petit jeu auquel on sent qu'il prend plaisir, et où il excelle d'ailleurs, une uchronie. Alors il va concevoir l'idée d'un hibernatus, c'est-à-dire un Français cryogénisé, il y a 50 ans, donc dans les années 60, et qui reprendrait son souffle dans les années 2010. D'accord ? Et qui découvrirait la France actuelle. Alors passons les détails de cette France travestie qu'il redécouvre, cette trans-France, restauration rapide, aménagement urbain hideux, pipolisation, propagande linguistique anglo-saxonne à tout crin, disparition des agriculteurs, sexualisation à outrance, patrimoine massacré, etc. Cependant, deux faits bien particuliers marquent sérieusement l'esprit de notre hibernatus. Le premier, c'est la spécialisation des intellectuels. Comme si la vue d'ensemble, qui était à la base une spécialité de la pensée française, une vue, ce qu'on appelait l'intellectuel français, la vue d'ensemble était dorénavant vue comme un laxisme ou une sorte d'amateurisme. Ainsi, Régis Debray vilipende ici un penseur français très prisé aux États-Unis à travers la French Theory, M. Foucault, et son fameux principe de l'intellectuel spécifique. Le deuxième fait qui frappe notre hibernatus, une deuxième constatation, c'est l'effondrement des deux piliers qui tenaient ou qui étaient censés tenir la République, c'est-à-dire l'armée et l'école. On sent que, à travers l'exercice d'hibernatus, l'auteur fait mouche. Il marque les esprits par l'absurde. C'est très intelligent cette façon de faire. Il nous démontre aisément et sans contradiction possible comment la France, pays d'1 millénaire et demi quand même, a pu changer en seulement 50 ans. On sent donc que Régis Debray a lâché les chevaux. Il en avait gros sur le cœur. Franchement, on voit notre France s'affaisser et on compatit. Plus que la France encore, c'est toute la civilisation occidentale qui est dépeinte, moquée, conspuée, noircie. Par la suite, et de manière chronologique, notre pamphlétaire retrace tous les événements qui prouvèrent la soumission française à la civilisation états-unienne. De manière très fine, encore une fois. Certes, il met de côté certains événements probants comme le traité de Versailles ou les accords Bloom-Burns, nous y reviendrons, mais tous les événements détaillés sont pertinents. Tous entérinent cette soumission expresse. Une soumission aussi expresse d'ailleurs ne peut se comprendre, ne peut s'analyser que par le fait d'être une trahison. Une trahison pour une américanisation, et nous le verrons, pour une protestantisation. Pour bien prendre la mesure de l'américanisation de la France et de l'Europe par conséquence, il faut d'abord distinguer et différencier l'Europe des États-Unis. L'essayiste va s'y escrimer en ressortant 5 marqueurs. Le premier, donc 5 marqueurs qui montrent la différence États-Unis-Europe. Le premier, les États-Unis, c'est l'espace, c'est donc la géographie, c'est donc un lieu de communication. L'Europe, c'est le temps, c'est donc l'histoire, c'est donc un lieu de transmission. Malheureusement, si nous pouvions dire, le dieu communication règne et impose sa loi partout. Il a tué le bien transmettre. Nous ne pouvons que confirmer et complimenter Régis Debray ici. Réfléchissez un instant. Nos sociétés ont désagrégé tout ce qui faisait notre socle. Tout ce qui était censé transmettre à travers le temps. La famille, le père précisément, l'école, l'armée, la lecture des grands classiques, le respect des aînés, l'église, la langue maîtrisée. En clair, ce qui permet de communiquer aujourd'hui, c'est YouTube et le net. Et tout cela a assassiné ce qui permettait de transmettre. Exemple, une œuvre d'art n'est plus jugée selon le temps, ou selon son vécu à travers les générations. Ce qui compte, c'est qu'elle soit exposée dans l'espace, un peu partout dans le monde. Nous revenons ainsi à notre livre sur les barbares, l'extension perpétuelle, l'horizontalisation perpétuelle.
Pourtant, c'est le temps qui unifie un peuple, c'est le temps qui fige les valeurs. Donc l'Europe, c'est un peuple et les États-Unis, c'est une population. Population, un peuple veut dire les héritiers d'une pensée et d'une histoire. Population, c'est les habitants d'un même espace. Voyez-vous, la nuance, elle est très importante. Deuxième marqueur qui marque, pardon la répétition, la différence entre les États-Unis et l'Europe. Deuxième marqueur, les États-Unis, ce sont les images, l'Europe, ce sont les écrits. Ouais, c'est logique, si on pense au premier marqueur, c'est un peu la conséquence du premier marqueur. Donc la domination par l'image, qui accentue l'idée de communication du premier marqueur donc, provoque une destruction en règle de l'âme. Pourquoi ? Car l'âme et la vie intérieure ne se montrent pas. Elles ne se montrent pas car elles ne rapportent rien. C'est l'image qui, à partir de maintenant, dicte la morale. Pensez à tout ce que l'on voit quotidiennement sur les réseaux sociaux. C'est à travers la photographie ou le montage qu'on va dicter la morale. Troisième marqueur. Le concept de bonheur colonise notre quotidien. C'est l'idée, c'est une idée, une sorte d'incitation permanente. C'est un concept états-unien, rendu possible grâce au facteur ego, omniprésent chez les protestants qui n'ont nul besoin d'intermédiaire. Puisque Dieu n'est plus en nous, comme chez les catholiques, nous ne conversons plus avec lui. Nous nous tournons vers le développement personnel. C'est une arnaque typiquement anglo-saxonne. Quatrième marqueur. Celui-ci est très particulièrement déconcertant, entraînant et à la fois probant. L'Europe, c'est l'idée qu'il faut ou qu'il faille passer par le mal pour arriver au bien. Cette idée-là est une idée prégnante. C'est une idée ancrée et ancestrale. C'est une vision catholique. Je répète, pour aller vers le bien, il faut forcément passer par le mal. Aux États-Unis, non. Cette idée n'est pas de mise. En Amérique, il n'est question que de bonheur et de positivisme tout le temps. Debré a d'ailleurs cette phrase romanesque « Aux États-Unis, c'est la résurrection sans la passion ». Cinquième marqueur, là aussi c'est époustouflant, c'est vraiment du grand Debré. Aux États-Unis, on réfléchit à partir du principe suivant. Enfance égale bonheur. C'est ainsi que vous devez comprendre ou apprécier la malbouffe qui est distribuée ou administrée aux enfants états-uniens. C'est un bonheur immédiat. C'est ce qui explique aussi le côté enfant recherché par les hommes états-uniens. C'est toujours une quête du bonheur persistante. L'école est ennuyante ? Eh bien, très bien, rendons-la amusante. Voilà la mentalité états-unienne. Alors après avoir ponctué une à une les différences notoires entre le colonisateur États-Unis et le monde colonisé Europe, l'auteur nous explique de façon péremptoire de quelle manière cette colonisation s'est opérée. Alors les États-Unis, c'est la culture de l'image, c'est donc la fibre optique. Et l'Europe, c'est la culture de l'écrit, c'est la fibre logique. Donc si vous suivez bien, la colonisation de l'Europe ne fut possible qu'à partir du moment où la civilisation de l'écrit déclina. Mais alors pourquoi les intellectuels européens ont-ils laissé faire, allez-vous dire ? Pourquoi n'ont-ils pas joué le rôle de donneurs d'alerte ? Alors 3 raisons selon Debré. La première, les intellectuels ne désiraient pas porter sur eux l'étiquette d'anti-américain. Surtout dans le tout Paris. Aussi improbable que d'être antisioniste par exemple. De façon insidieuse, cette pensée n'a pas le droit de citer. Encore aujourd'hui, vous le savez. Deuxième raison, on a créé un faux ennemi en Europe, histoire de détourner l'attention, l'islamisme. Toute civilisation a besoin de ces barbares. Troisième raison, les intellectuels furent et sont toujours prisonniers des sables mouvants de l'Union européenne. Union européenne d'ailleurs créée par les États-Unis au moment où le sentiment européen n'a jamais été aussi faible. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, là où il n'y a aucun sentiment européen, fut poussé, financé et créé des mouvements européens. Il n'y a aucun sens. Aucune logique philosophique. En tant que Français maintenant,
Quelle réaction devons-nous avoir puisque cette américanisation est entérinée selon Régis Debray? Alors Régis Debray ne voit que deux postures possibles, le type zélote et le type hérodien. Alors le type zélote, qu'est-ce que c'est? Le type zélote, c'est-à-dire se transformer en résistant terroriste. Cette posture, selon lui, demeure impossible, car pour la tenir, il faut être habité de convictions lourdes et puissantes, ou alors d'une religion pour être crédible. Il faut être habité. Donc, seulement, l'Europe s'est protestantisée. Nous le verrons lors de la troisième partie. Elle a adopté la religion du maître, la solution idoine qui nous tend les bras, redevenir catholique. Mais comment rendre cela possible puisque l'Église elle-même s'est protestantisée? Reste la deuxième solution, le type hérodien. Le type hérodien correspond à celui qui s'assimile, celui qui a accepté sa domination, mais qui peut chercher tout de même à transmettre son influence. On voit que l'auteur prend le parti de cette solution, arguant du fait que la décadence d'une civilisation arguant du fait qu'à partir de la décadence d'une civilisation naissent la création, la transmission. Il s'appuie sur les exemples de l'Autriche, fin 19e siècle, et sa floraison culturelle. Terminons sur l'essai, dont nous avons fait un résumé en reprenant vraiment les meilleures idées, mais franchement lisez-le, parce que vous pourriez passer à côté d'autres idées. Mais à quoi bon faire une vidéo de 2 heures que... Bref, continuons. Pour clore cet essai, Debray crée un parallèle entre deux empires, Rome et les États-Unis. Il égrène leurs points communs. Ces points communs qui se retrouvent même jusque dans la cause ultime de leur chute, la féminisation de leurs hommes. Chez les Romains, les bains, les thermes, sortes de repos du guerrier, les ont adoucis, ramollis. Et en parallèle, chez les États-Unis actuels, l'informatisation de la guerre, drones, etc., et son aspect virtuel demeurent paradoxalement les plus sûrs ennemis des États-Unis. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value et d'analyser le livre d'un œil extérieur, mais non inquisiteur. Alors 3 gros reproches à faire à Monsieur Debray. La première réaction critique, voire exaspérante, que suscite bien plus Régis Debray d'ailleurs que le livre en lui-même, c'est son côté nihiliste. Alors vous allez dire quoi? Debray nihiliste? Peste. Expliquons-nous. Régis Debray ne fait pas dans le nihilisme structurel très à la mode en ce moment, comme le film Joker par exemple. Peut-être qu'un jour nous ferons une critique de ce film minable. Non, c'est plutôt une sorte de nihilisme d'autorité. Vous savez, comme bon nombre de grands penseurs ayant observé le monde froidement depuis les plus hauts cumulus, M. Debray assène ses vérités historiques immuables, fatalistes. Nous ne pouvons rien faire. C'est un peu le credo. C'est rageant et insupportable. On aurait envie de dire, qu'est-ce que la vie pour vous, M. Debray? La vie, c'est la lutte du bien contre le mal, non? La lutte. Le deuxième reproche, c'est un peu la suite du reproche 1, c'est le cynisme de M. Debray. M. Debray passe totalement sous silence les méfaits états-uniens. Ils n'existent pas. Jamais il n'est question de morale états-unienne. En sont-ils exemptés, M. Debray? On patauge dans le pur cynisme, franchement. Alors, de mémoire, sans faire de recherche, juste en grattant sur un papier. M. Debray n'évoque jamais la teneur des accords Bloom-Burns, qui imposa les films américains au cinéma français qui lui était supérieur au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. M. Debray n'évoque jamais l'Union européenne créée, financée dès son début par les États-Unis. La France verse 23 milliards d'euros à l'Europe et n'en récupère que 14. M. Debray n'évoque jamais l'imposition de la planche à billets à tous les pays européens et l'imposition du dollar. M. Debray n'évoque jamais la bourse de Paris qui est aux mains des États-Unis. M. Debray n'évoque jamais la subversion politique états-unienne.
Parlons de Sarkozy, par exemple, qui fut stipendié par la CIA. Sa belle-mère, Christine de Ganay, qui s'est mariée avec Frank Wisner Jr., qui était le fils du chef de la CIA. Bref, Monsieur Debré n'évoque jamais les hommes politiques français, young leaders, forcés de prêter allégeance aux États-Unis. Monsieur Debré n'évoque jamais les banlieues françaises totalement soumises et financées à l'idéologie et aux boîtes de pensée états-uniennes. Pensons à la famille Traoré, par exemple, et tout le pataquès fait autour de cette histoire. C'est purement une mentalité états-unienne. Monsieur Debré n'évoque jamais les États-Unis, qui saccagent les pays européens avec les taux négatifs pour obliger l'argent de ces mêmes Européens à aller aux États-Unis, soutenant ainsi le dollar. Mais comme le dit M. Debré à la page 215, il ne sert à rien. Il ne faut pas chercher de responsable, surtout pas, non. La Révolution française n'était pas un complot franc-maçon, dit-il. Pétain était un vieux bourgeois bedonnant, dit-il. Il ne faut pas s'en prendre à nos élites cosmopolites, dit-il. Et clou du spectacle, Régis Debré nous invite à redevenir marxistes. Là, vraiment, on touche ici à sa limite. Enfin, le troisième reproche, c'est le titre. C'est un peu comme notre vidéo numéro 10, la franc-maçonnerie est-elle anglaise ou juive, que nous avions rebaptisé la franc-maçonnerie est-elle juive ou juive. Ici donc, le titre, ce serait plutôt « Comment nous sommes devenus protestants ?» Non, les Français n'ont pas embrassé la religion calviniste, pas encore. Mais ils en prennent petit à petit la tournure d'esprit. Bientôt, tout ça, l'ADN protestant s'enfoncera dans le cerveau des Français. Prenons un exemple quotidien, actuel, Face à la crise du coronavirus, les pays européens, qui étaient principalement les ex-bastions de la pensée catholique, pays européens latins, semblent avoir leur héritage culturel, semblent avoir totalement perdu leur héritage culturel. Ils cèdent à la panique, à l'émotion ponctuelle, déboussolés qu'ils sont. En fait, depuis des décennies, on a soigneusement coupé le lien avec leur histoire. Depuis des décennies, on a soigneusement coupé le lien avec leurs ancêtres morts, sacrifiés dans les guerres ou victimes des épidémies. Eh oui, un Français d'aujourd'hui ne sait rien, ne maîtrise rien des nombreuses épidémies violentes qui parsemèrent sa terre. Il n'en sait absolument rien. Un Français d'aujourd'hui croit donc en la deuxième vague, chose qui n'a jamais existé. Un Français d'aujourd'hui croit en le masque. Il croit en l'immunité nationale par la vaccination. En clair, nous, Européens, nous avons muté. Nous suivons une dynamique créée par des systèmes techniques, étrangers d'ailleurs à notre culture, santé, école, médias. Alors, existe-t-il un espoir? Ou sommes-nous d'ores et déjà condamnés, comme le suggère Régis Debré? Eh bien, nous pensons que oui. Des espoirs subsistent. C'est vrai que le protestantisme guette la France avec son absence de remise en cause, son refus de remise en cause, avec aussi l'idée d'un impossible retour en arrière. Cependant, oui, l'espoir mince survit. En premier lieu, le premier espoir, c'est un demi-espoir, c'est que l'empire des États-Unis s'effondrera, inexorablement. En effet, toutes leurs techniques éculées de tititainment ou de subversion politique diverses, afin de maintenir au pouvoir des cartels bancaires, industriels, énergétiques, économiques, etc. Toutes ces techniques battent de l'aile, elles s'essoufflent, elles prennent de moins en moins. Le monde tend vers la multipolarité. Les énormes monopoles maintenus grâce aux mensonges, aux diverses coteries ou à la corruption légalisée subiront les mêmes attaques que celles qu'ils firent subir pour obtenir ces monopoles. Les États-Unis, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, à coup sûr, laissant une sorte de steppe idéologique et philosophique que l'Europe devra combler. Le premier espoir donc, il se trouve dans la maîtrise du temps, plutôt dans une réinscription naturelle de l'homme dans le temps. Ouais, expliquons-nous.
Car dans le monde moderne teinté d'américanisme, l'homme mène une réelle guerre d'extermination contre tout ce qui le gêne dans la production, dans la création. Il vise donc un bonheur immédiat, matériel. En revanche, le salut européen devra être imprégné de pensée catholique, non réformée bien sûr, à savoir l'enseignement de la patience. Il faut réapprendre à patienter jusqu'à ce que la récolte puisse séparer le bon grain de l'ivraie. Cette pensée peut être appliquée à tout, évidemment. Les États-Unis, nous le voyons, ont pour premier réflexe de protestantiser les esprits, partout. Par exemple, après le tsunami 2001 en Indonésie. Par exemple, après le tremblement de terre en Haïti. Ils protestantisent à tout va, constamment. C'est leur premier réflexe. Au Brésil, au Mexique, en Colombie. La réponse idoine, donc, la réponse évidente, c'est de retrouver une tournure d'esprit catholique. D'ailleurs, n'était-ce pas à ce moment-là l'essence même du mouvement des Gilets jaunes au départ? Ces Gilets jaunes, tous debout comme un seul homme, criant leur mal-être et qui, lorsque interrogés, avaient des revendications éparses, toujours différentes. Les Gilets jaunes, en ne revendiquant rien de concret, criaient à la face du monde leur mal-être abstrait sans pouvoir le nommer. Ce mal-être abstrait des Gilets jaunes, c'était peut-être l'absence de morale dans notre monde, l'absence de transcendance. En espérant qu'un jour, ils s'en rendent tous compte, ensemble et en même temps. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous comme nous vous aimons, abonnez-vous, activez la cloche. Quando eu a vos faça clamo, resturse de